Dans cette partie intitulée preuve de programme, on va essayer de voir comment on peut procéder pour faire en sorte que lorsqu'on écrit un programme, il ait plus de chances d'être correct. C'est pas le tout d'écrire du code, encore faut-il qu'à la fin, ça renvoie les bons résultats. Euh, alors pour ça, on va deux méthodes, enfin deux choses différentes. Première chose, on va voir, pour résumer, que c'est pas la peine de coder sans avoir réfléchi avant. Réfléchis avant, vous allez voir que il y a trois étapes. Première étape, on comprend le problème en prenant des valeurs particulières, en pensant au cas particulier, en prenant des exemples significatifs. Ensuite, on va réfléchir à ce qui rentre et ce qui sort, c'est la partie spécification. Euh, donc on va passer une sorte de contrat, on va dire que le programme, c'est quelque chose qui reçoit des entrées et qui ensuite doit renvoyer des résultats qui satisfont à certaines propriétés. Si c'est le cas, le programme est correct. Et enfin, une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à réfléchir à l'algorithme qu'on va implémenter. Donc, en général, il y a plusieurs algorithmes. Donc, on va choisir le plus simple à mettre en œuvre, le plus rapide, sans doute. Il y a plusieurs critères qui peuvent nous guider. Et c'est seulement après avoir examiné tout ça qu'on pourra commencer à coder en Python. Le but, c'est pas d'écrire du code. Voyez, ce qu'il faut éviter, c'est d'écrire du code, se rendre compte qu'on a oublié des cas particuliers, donc rebalancer des patchs par-dessus, commencer à corriger, et à la fin produire un algorithme qui a l'air comme ça très compliqué, juste parce qu'il a été mal conçu dès le départ. Voilà, ça c'est tout ce qu'on veut éviter. Le module s'appelle algorithme avancé. Ça ne veut pas dire qu'il faut écrire des algorithmes qui sont compliqués. Le but, c'est toujours d'écrire des algorithmes les plus simples possibles et les plus efficaces possibles. Donc, il faut, dans le algorithme avancé, c'est plutôt la réflexion qui est avancée. Vous voyez, on réfléchit pour pouvoir écrire des algos qui soient simples. Alors, on va commencer par... Alors, oui, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on verra une technique qui permet de prouver un programme indépendamment de la machine. On parle de preuve statique, donc sur le papier. Alors, c'est lourd à mettre en œuvre, c'est parce qu'il faut écrire beaucoup. C'est efficace, mais bon, il y a quand même un prix à payer en termes de temps et d'écriture. On n'aura pas le temps de développer ça dans ce module, mais quand même, vous verrez qu'il est possible de faire de la preuve de programme indépendamment de machine. On va commencer par la première étape, c'est-à-dire comprendre le problème. On va prendre deux, trois exemples. Pour quelle valeur de données le problème a-t-il un sens? Donc, le problème est le suivant. On a un tableau, voilà, on a un tableau qui va de... Alors, il est écrit comme ça, ce tableau. N-1, voilà. Bon, ça, c'est l'écriture... c'est une écriture qui dit qu'on commence à la case 0, on va jusqu'à la case N-1. Si vous voulez, ça serait pareil qu'en Python. En Python, ça s'écrirait comme ça. Ça, c'est un slice. Donc, quand il y a 2 points verticaux, c'est un slice. Donc, vous savez, un slice, que ça part à 0 et que ça va jusqu'à N-1. Bon, là, on l'écrit comme ça. Une écriture qui est plus ou moins standard, mais qui n'est pas... Ça, c'est pas lié à Python. Ça, c'est du Python. Bon, étant donné qu'on fait les TP en Python, on se permet quelques écritures en Python. Quelquefois, l'usage de slice est intéressant. Alors, donc, on voit bien que N, ça représente quoi ici? N, c'est le nombre de cases. C'est le nombre de cases, parce que si on va de 0 à N-1 inclus, il y a bien N cases. Donc, je prends un exemple avec 2 cases, un tableau comme ça, avec 0, 3. Et je compte le nombre de cases précédées d'un nombre pair. Alors, lui, il est pair, mais il est précédé de rien. Il n'y a rien à gauche. Lui, il est impair, donc il est impair, mais il est précédé par un nombre pair. Donc là, la réponse, ça sera 1. Il y a une case, celle-là, qui est précédée par un nombre pair. Bon, je continue. Si je fais n égale 4,
Voilà, 0, 1, 1, 4. J'ai ici... Bon, mais là, à gauche, de toute façon, il n'y a rien. À gauche, là, s'il y a bien un nombre pair, ça fait 1. Et puis, c'est le seul. Donc là, j'ai encore... je peux regarder ce qui se passe quand j'ai beaucoup de nombres pairs. Par exemple, j'ai 0, 0, 2, 4, 12. Voilà. Bon, ça va être quoi la solution? Ben, il n'y a que celle-là, finalement, qui n'est pas... Là, il n'y a pas de nombre pair à gauche. Donc, ça va être... Là, ça marche. Là, ça marche. Là aussi. Et là aussi. Donc, ça va faire 4. En fait, 4, là, je vois que c'est finalement c'est n-1. En fait, je ne peux pas dépasser n-1, hein, même s'ils sont tous pairs. La première case, là, ne marche pas. Donc, au maximum, ça sera n-1. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand j'ai un tableau avec pas beaucoup de cases. N égale 1. Ça veut dire que j'ai qu'une case. Alors ça, on l'a déjà vu. S'il n'y a qu'une case, ben, de toute façon, il n'y a rien à gauche. Donc, la réponse, ça sera 0. Mais je peux aussi me dire, ok, mais si je prends n égale 0, mon tableau, là, il est vide. Mon tableau, il est vide, il n'y a rien dedans. Est-ce que je peux répondre? Ben oui, je peux quand même répondre, parce que s'il n'y a pas de case, ben, a fortiori, on ne peut pas regarder ce qu'il y a à gauche, puisqu'il n'y a pas de case. Donc, la réponse est aussi 0. Donc, je me rends compte que pour n égale 0 ou 1, ça vaut 0. Je me rends compte que, au maximum, je l'ai vu ici, même s'ils sont tous pairs, ça ne pourra jamais dépasser n-1. Ok, donc c'est ça, comprendre le problème, c'est regarder un peu tout ce qui peut se passer, avoir une idée un peu du résultat. Je sais que le résultat, là, il sera forcément compris entre 0 et n-1. Voilà. Mais en tout cas, mon programme, a priori, là, si on me demande de faire ça, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour un tableau qui est vide. Il n'y a pas de contre-indication. Ok. Ok. Alors, deuxième exemple. Je prends un deuxième exemple avec une... Donc c'est l'exemple 6 qui est là. Voilà. On vous dit, alors c'est une phrase un peu compliquée, c'est fait exprès, hein, mais qui n'est pas longue en même temps. On vous dit, étant donné deux tableaux x et y de n entier, déterminez dans lequel des deux il y a davantage de valeurs supérieures ou égales à la valeur maximale de l'autre tableau. Bon, alors, comment vous voulez coder ça si vous n'avez pas compris ce qu'on vous demande? Et pour comprendre ce qu'on vous demande, ben, il faut prendre des exemples, il faut regarder comment ça peut marcher. Donc, prendre deux tableaux, visiblement ils ont la même taille, grand N, et on vous demande dans quel des deux tableaux il y a des valeurs supérieures, davantage de valeurs supérieures ou égales à la valeur maximale de l'autre. Alors allons-y. Je prends deux tableaux, donc ça c'est le 6. Je prends deux tableaux, alors x et y. Alors x c'est 1, bon, voilà, pas m'embêter. Y, il a la même taille a priori. 0, 1, alors je vais prendre deux tableaux, donc là, le maximum il est là, là le maximum est ici. Alors, dans lequel des deux il y a des valeurs, il y a plus de valeurs supérieures ou égales à la valeur maximale de l'autre. Le max ici c'est 3. Évidemment, dans Y, il n'y a aucune valeur supérieure ou égale à 3. Le max, donc le max Y c'est 2, max X c'est 3. Alors évidemment, la réponse ici, ça va être X, parce que dans X, c'est dans X qu'il y a combien de valeurs supérieures ou égales à 2, qui est le max de Y. Vous voyez qu'il y en a 3. Il y a 3 valeurs supérieures ou égales. Il y a 3 valeurs supérieures ou égales au max de Y. Tandis qu'ici, max de X, c'est 3. Donc là, il y a 0 valeur supérieure ou égale à max de X. Donc, oui, c'est X. La réponse ici, c'est X. Alors là, si on regarde, on peut se dire, oui, mais déjà, il y a une ambiguïté sur... Bon, déjà, on pourrait regarder, enfin, il y a plusieurs choses.
on pourrait se demander, oui, mais si le maximum il revient plusieurs fois, parce que là, vous voyez, on a pris des exemples où le maximum il revient qu'une fois. Ça, c'est un truc déjà. Ensuite, on vous dit il y a davantage de valeurs supérieures ou égales à la valeur maximale. Mais valeur supérieure, il y a une ambiguïté là aussi. Parce que vous voyez, là, j'ai compté des valeurs. J'ai compté 3 valeurs supérieures ou égales à 2. 2, 3, 2. Mais est-ce que je dois compter 2 fois 2? En gros, est-ce que c'est des valeurs ou est-ce que c'est des occurrences de valeurs? Bon, ça ne va pas changer grand-chose ici, hein, parce que des occurrences de valeurs, il y en a 3. Hein, en fait, ce n'est pas des valeurs, c'est des occurrences de valeurs. Mais des valeurs, il y en aurait 2 quand même. Il y en aurait 2, et ici, il y en aurait quand même 0, donc ça changerait au résultat. Mais enfin, là, il y a une ambiguïté. Là, il y a un truc qui n'est pas net. Des valeurs ou des occurrences de valeurs. Hein, en fait, ici, si je suis précis, là, il y a 2 valeurs, mais il y a 3 occurrences de valeurs. 3 occurrences de valeurs supérieures ou égales à max de y. C'est 2, 3, 2. Mais des valeurs, il n'y en a que 2, c'est 2 et 3. Bon, donc vous voyez là, je me rends compte que la question, elle n'est pas très précise, quoi. Donc, il va falloir demander à quelqu'un, hein, celui qui a écrit le texte, il va falloir lui demander qu'est-ce qu'il veut. Et si on ne peut pas lui demander, par exemple le jour de l'examen, il va falloir choisir. Il va falloir dire, bon voilà, dans l'énoncé, je suppose que on prend des valeurs et pas des occurrences de valeurs. Voilà. Bon, maintenant je continue. Regardez mon problème. Finalement, on se rend compte que il va y avoir un cas particulier, c'est le cas où je vais avoir le même maximum dans les 2 tableaux. Par exemple, si je prends x égale 1, 2, 3, 2, et si je prends y égale 3, 1, 0. 0. Il me faut 4 cases. Bon, j'ai le même maximum. J'ai le même maximum. Et alors, je compte combien il y a de valeurs supérieures ou égales à 3. Ici, il n'y en a qu'une. Et ici, aussi, il n'y en a qu'une. Mais là, je me dis, oui, mais d'accord, mais en fait, occurrence de valeur, oui, c'est-à-dire, le maximum, il pourrait revenir plusieurs fois. Hein? Parce qu'ici, bon, la réponse, c'est quoi? C'est X ou Y. Hein? C'est pareil. Hein? Bon, mais si je prends maintenant 1, 2, 3, 3, si je prends Y égale 1, 2, 3, 0. Bon, le maximum, c'est toujours 3. Et finalement, quel est le tableau solution? Mais ça sera X, parce que dans X, il y a 2 fois la valeur 3. Plus exactement, l'occurrence de la valeur 3. Bon, donc vous voyez, petit à petit, en prenant des cas particuliers, j'y vois plus clair. En fait, je me rends compte que c'est pas des valeurs, mais forcément, c'est des occurrences de valeurs. Pourquoi? Parce que là, sinon, ici, là, je compterai qu'un. En fait, là, il faut compter 2. Hein. Il faut compter 2. C'est dans X qui a le plus de valeurs supérieures ou égales. Parce que sinon, je peux pas avoir... sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, quoi qu'il en soit, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il faut comprendre qu'il y a deux configurations. Hein. Soit vous avez max de x égale max de y. Donc là, en fait, il faut compter le nombre
le nombre d'occurrences de ce max dans les deux tableaux, dans les deux listes. Et donc, voilà. Et puis comme ça, on trouve le résultat. C'est le tableau dans lequel il y a le plus d'occurrences. Soit vous avez max de x supérieur à max y, ou dans le cas contraire, ça sera pareil. Et donc là, la solution, le résultat, c'est x. Voilà. Donc finalement, vous voyez, en essayant de comprendre comment ça marche. Alors, il y a aussi un truc qu'on n'a pas regardé là, ouais, mais si que vaut n, qu'est-ce qu'il faut prendre pour n? Alors, pour n ici, on vous dit que x et y ont n entier. Forcément, n est supérieur ou égal à 1, parce que pour n égale à 0, il n'y a pas de maximum. Donc, vous ne pouvez pas répondre à la question. Donc, nécessairement, ici, dans cet exercice, j'ai n qui est supérieur ou égal à 1. Même si ce n'est pas dit, bon, c'est à vous de le trouver en regardant ce qui se passe. Bon, voilà. Un dernier exemple. Compréhension. On vous dit, voilà, c'est le fait de... On veut compter les plateaux d'un tableau. Alors ça, c'est une chose qui revient souvent. C'est quoi les plateaux d'un tableau? Les plateaux, c'est des sous-tableaux, des slices, si vous voulez, qui contiennent une valeur constante. Par exemple, si j'ai ça, 1, 2, 2, 0, et puis 0 encore, puis là j'ai moins 1, puis j'ai 4, 4. Voilà, donc là j'ai plusieurs plateaux. J'ai un premier plateau là qui est de longueur 1, j'ai un deuxième plateau ici de longueur 2, là j'ai un troisième plateau. Là, j'ai 5 plateaux. Ah, et on vous demande de compter les plateaux. Bon. Alors. Est-ce que ça marche avec un tableau vide, ça? Est-ce qu'il faut compter les plateaux d'un tableau vide? S'il n'y a pas de case, il n'y a pas de plateau. Donc pour un tableau vide, ça marche, hein, ça fait n égale à 0. Si j'ai une seule case, je peux avoir qu'un seul plateau. Donc la réponse, c'est forcément 1. Un plateau de longueur 1. Et à partir de là, bon, il faut regarder. Au maximum, combien je peux avoir de plateaux? Je peux en avoir autant que d'éléments. Si je prends un tableau avec que des cases, avec des valeurs toutes différentes, enfin différentes 2 à 2 en tout cas, ça suffit, du genre 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, voilà. J'ai que des plateaux de longueur 1. Donc je peux avoir autant de plateaux que d'éléments, quoi. Ça peut aller jusqu'à n. Donc je peux avoir 0 plateau, ça peut aller jusqu'à n. Bon, mais comment je vais m'y prendre? Finalement, je me rends compte, vous voyez, en prenant des exemples, je me rends compte que compter les plateaux, ça revient à compter chaque fois que je change de valeur. Donc quand là, j'ai un saut, j'attaque un deuxième plateau. Là, quand j'ai un saut, j'attaque un troisième plateau. Là, j'attaque un quatrième et là, j'attaque un cinquième. Au début, je commence... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Voilà, en comprenant le problème, je peux me rendre compte qu'en fait, je vais parcourir. Je commence à réfléchir un peu comment je pourrais faire. Mais je ne raisonne pas en Python, hein, je raisonne de manière générale. Je me dis, ouais, finalement, compter les plateaux, ça revient à compter les fois où je change de valeur. Et donc, on devrait y arriver comme ça, avec un seul parcours du tableau, ça devrait marcher. C'est tout pour cette partie. Donc, on continue la fois prochaine avec deuxième étape, c'est-à-dire spécification.